Bonsoir et bienvenue dans ce numéro des rendez-vous de l'info, actualité. Que s'est-il passé à Mayotte l'année 2014 en matière de tourisme et d'environnement? Je vous propose de le découvrir d'ici quelques instants en compagnie d'un invité que je vous propose de découvrir tout de suite. Je viens de retrouver mon invité, je vous le disais, il s'agit de Chavanis Romain, secrétaire général du GEMTOUR, le groupement des entreprises mahoraises du tourisme et également copropriétaire du centre équestre de Ajingwa. Romain, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous ici même sur ce site pour parler de tourisme dont vous êtes l'un des acteurs ici à Mayotte. Oui, effectivement, notamment avec le centre équestre, mais aussi avec le GEMTOUR. Alors Romain, on va commencer cette émission avec une très bonne nouvelle. Le lagon de Mayotte qui fait parler de lui à l'extérieur. Je vous laisse regarder ces images et on en reparle juste après. Il est l'un des plus grands et des plus beaux au monde. 1550 km² de superficie et une profondeur variant entre 30 et 45 mètres. Entouré d'une barrière de corail, il s'agit d'une véritable garderie pour beaucoup d'espèces marines, animales ou végétales. Le lagon mahorais, une richesse que le député européen Younous Omarji souhaite inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois que c'est une nécessité aujourd'hui. Ça permettra à la fois de donner un rayonnement international au lagon de Mayotte et à Mayotte. Ça participera au développement de l'économie touristique. Ça permettra de sauvegarder la biodiversité marine et ça ira dans le sens des intérêts des petits pêcheurs. L'UNESCO, organisation onusienne, vise à encourager à travers le monde l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel considéré comme une valeur exceptionnelle pour l'humanité et une application universelle. Une démarche qui est donc vue d'un bon œil par la population de l'île au lagon. Pour le tourisme, ça peut être intéressant. Donc pour moi, bonne nouvelle. Les gens qui sont extérieurs, qui ne connaissent pas Mayotte, ils pourront découvrir Mayotte avec sa richesse et sa beauté. C'est la richesse, c'est le patrimoine issu de population mahorais, tout simplement. Et l'image aussi pour la beauté de notre île. Un lagon qui pourrait ainsi être le premier site local reconnu au niveau international et s'ajouter aux 38 sites français classés au patrimoine mondial de l'humanité. Un sérieux atout pour le 101e département, notamment dans le domaine touristique. Romain, l'un des plus beaux lagons au monde, Mayotte fait parler d'elle avec cet atout majeur. Vous, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ce reportage? Alors c'est sûr qu'un des plus beaux lagons du monde, on peut pas en douter. C'est sûr qu'il est magnifique. Moi j'ai la chance d'habiter au bord, de pouvoir aller m'y baigner régulièrement. Et c'est vrai qu'il n'y a même pas besoin de prendre de bateau et de partir très loin pour voir des sites sous-marins absolument magnifiques avec des coraux, les poissons, les tortues. Malheureusement, j'ai vu dans votre reportage les dugongs, j'en ai encore jamais vu, mais je désespère pas. Les baleines, les dauphins. Maintenant, c'est sûr que ce classement au patrimoine mondial de l'humanité, ça serait très important. Mais pour ça, il faut que les autorités et les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et regardent comment faire pour protéger justement ce lagon à l'heure où, par exemple, la plage de Sakouli a été fermée pour cause de pollution aux excréments et tout ça. Je pense que pour qu'il y ait ce classement qui sera important pour notre département, il faut qu'en amont, vraiment les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et s'occupent de ce bijou qui entoure notre île et qu'il faut impérativement préserver pour la suite. Alors, on le dit souvent, les Mahorais ne connaissent pas suffisamment le lagon, leur lagon. Qu'est-ce que vous auriez à dire concernant ces paroles? Je pense que c'est vrai. Il y a beaucoup de Mahorais que je côtoie de tous les âges qui connaissent pas le lagon. Il y en a qui ont jamais mis ne serait-ce qu'un masque pour regarder ce qui se passait en dessous.
Alors il y a beaucoup de pêcheurs, mais pour eux le lagon, eux ils voient le dessus et ils récoltent ce qu'il y a en dessous. C'est important, la pêche, notamment la pêche traditionnelle qu'on peut voir autour de chez nous. Maintenant, ces gens-là, je pense qu'il faudrait avoir des initiatives pour pouvoir les former et une pédagogie aussi pour les enfants, pour leur expliquer que s'ils veulent continuer à profiter de ça, que ce soit pour la pêche, donc pour se nourrir, ou pour attirer du monde et faire vivre l'artisanat et tous les acteurs économiques du tourisme, c'est très important que ces gens mahorais soient formés et sachent qu'ils ont ce bijou-là qui leur appartient à eux. Et donc pour moi c'est très important qu'ils apprennent à voir ce qu'il y a en dessous. Alors quand vous parlez d'éduquer les enfants très jeunes, ça passerait par quoi comme dispositif, Romain? Qu'est-ce qu'il faudra envisager de ce point de vue? Je pense que ça démarre à l'école, à mon avis. Il faudrait que dans les programmes scolaires, il y ait des sorties à thème qui devraient être obligatoires et pouvoir emmener justement les jeunes à aller se baigner et leur montrer ce qu'il y a tout autour d'eux et leur expliquer l'importance que ça a, autant sur le rôle écologique mais aussi touristique et donc directement économique, et savoir que c'est en préservant ce lagon-là qu'on pourra faire vivre Mayotte économiquement aussi. Alors aujourd'hui, si jamais Mayotte venait à être classée dans le patrimoine mondial de l'humanité, est-ce que vous pensez que ça aurait un impact vraiment, vraiment important dans l'immédiat pour Mayotte, ou alors il faudrait attendre encore quelques temps pour que cela soit visible ? Je pense que ça aurait un impact immédiat dans le sens où il y aurait une reconnaissance vraiment internationale de ce lagon. Après, est-ce qu'on serait capable de pouvoir accueillir du tourisme, j'allais dire un peu plus en masse, pour profiter justement de ce lagon et faire de la plongée? Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, et je pense que c'est important justement d'aménager l'île aussi, ce soit les lits, alors les hôtels, mais il n'y a pas que les hôtels, il y a aussi tout ce qui est gîtes, etc. Je pense que c'est important de pouvoir les accueillir d'abord sur terre, correctement, dans des endroits sécurisés, propres, aménagés, pour qu'ils puissent profiter du lagon qui entoure cette île. Alors ça serait d'un côté une aubaine, mais ça pourrait constituer aussi un risque, parce que lorsque les touristes viendraient, s'ils se rendent compte que finalement c'est pas ce à quoi ils attendaient, ça pourrait avoir l'effet inverse. Alors je pense que là-dessus les opérateurs marins, donc qui fassent des sorties bateaux ou qui fassent des sorties plongées, ils ont déjà vu ça puisqu'ils se sont rassemblés en association, en plus du GM Tour, pour anticiper ça. Ils répondent à une charte, notamment je pense à la charte d'approche des mammifères marins, et à mon avis c'est en appuyant et en aidant l'initiative de ces gens qui en vivent qui permettra justement de pouvoir accueillir des touristes en diminuant au maximum le risque de pollution ou d'intrusion liée à cette fréquentation qui augmenterait. Alors on parle de pollution liée à la fréquentation. On était dans le lagon, on remonte un petit peu plus, on va vers la plage. On le voit souvent, les plages mahoraises ne sont pas forcément très propres et ça pourrait porter un coup justement au tourisme. On regarde ce reportage, Romain, et puis nous allons évoquer ce cas. Les actions de ramassage des déchets semblent s'être intégrées dans l'ensemble des associations et collectifs de l'île. Hélas, un spectacle affligeant des déchets rejetés par la mer sur la plage de Majicavo avec la saison des pluies vient nous ramener à la réalité, malgré des efforts fournis par les bénévoles. La mairie, les entreprises, la population et les associations, face à un tel drame environnemental, se renvoient la balle pour ne pas en assumer les conséquences. Pourtant, certains restent optimistes et préfèrent entreprendre une éducation environnementale auprès des plus jeunes.
ao kama mtu abulia biskilahe aringi shasele atiar magoni rotole parani ao kama ni tawe na maradhi majiro ya zimbuna iluni ne zimbuna kaltiza maradhi nyingi wafu wana na wana mba wasifanye uchafu. L'île aux lagons présentée sur les cartes postales fait rêver. Elle regorge d'un patrimoine géographique et culturel riche en diversité. L'histoire nous enseigne que nous sommes individuellement responsables de sa détérioration. Alors en attendant que la collectivité trouve une solution, soyons vigilants pour conserver le lagon. Alors, des plages pas très propres, c'est fréquent aujourd'hui à Mayotte? Malheureusement oui, et surtout en cette période de pluie où on voit les déchets qui descendent et qui finissent par arriver sur la plage. Alors il y a eu plein de choses qui ont été mises en place, notamment le tri sélectif dans la plupart des communes. Je vois beaucoup de monde y participer. Les bacs à poubelles, c'est pareil. Après, il y a un souci, je pense, de ramassage des ordures qui, à mon sens, n'est pas assez régulier aujourd'hui. Alors je sais que c'est en cours avec la création du CIVOM, etc. Mais je pense que ça, c'est vraiment important. La première chose, c'est le ramassage et le stockage de ces déchets. Par là, hein. Et ensuite de ça, alors la prévention, c'est bien, hein, on en a fait. Par contre, moi, je pense que au-delà de la prévention, maintenant, on sait que laisser ces déchets sur les plages, ça pollue forcément. Et je pense qu'il y a un moment où il faut avoir des gestes forts et notamment répressifs. Et continuer évidemment la prévention, mais je pense qu'il faut vraiment punir les gens qui laissent des quantités de déchets hallucinantes sur les plages après les voulées ou après les rassemblements comme il peut y avoir notamment le jour de l'an. Je pense que vraiment il faudrait des actions fortes pour commencer à les faire réfléchir peut-être autrement. Et évidemment continuer la prévention et la pédagogie chez les plus jeunes, mais je pense qu'aujourd'hui les jeunes enfants ils sont plus sensibilisés à ça que les adolescents ou les adultes, quoi. Donc il faut continuer donc évidemment la pédagogie au niveau scolaire, au niveau associatif, au niveau communal, mais je pense aussi qu'il y a un moment où il faut passer au stade de la répression et punir les gens qui laissent traîner leurs déchets, parce que même sur les îlots, les gens ils les mettent dans des sacs, ils les posent là. On se doute bien que les camions poubelles vont pas jusque sur les îlots. Voilà, on fait un voulé ou une petite fête entre amis, on repart, on prend ses déchets, on les met à la poubelle. Et voilà. Et après, par contre, ça devient la responsabilité des gens qui s'occupent du ramassage des ordures. Et je pense qu'il faut aussi un ramassage plus régulier pour garder ces plages propres, que c'est indispensable. Alors, vous parlez, Romain, des voulées, donc c'est une habitude ici à Mayotte, c'est quelque chose de culturel, quelque chose qui existe depuis toujours. Et est-ce que là, il ne faudrait pas justement envisager d'autres moyens pour pouvoir canaliser, pour pouvoir éviter ces déchets, en revoyant aussi peut-être les modalités, les possibilités de faire ces voulées sur les plages? C'est important que les voulées continuent, hein. Moi je suis le premier à y participer, c'est toujours dans des ambiances très conviviales. Par contre moi quand je fais un voulé, je repars avec mon sac poubelle et je le mets dans ma poubelle. Alors certaines plages, ils ont mis des poubelles, mais elles sont inaccessibles en voiture. Donc ça s'entasse, personne ne vient jamais les ramasser. Alors c'est bien de mettre des poubelles, mais après il faut pouvoir les ramasser. Donc oui, évidemment qu'il y aurait des choses à mettre en place. Maintenant là je pense que c'est aux communes de voir ça. Mais c'est important que les gens comprennent qu'on ne laisse pas traîner des bouteilles en plastique ou des canettes en ferraille ou des bouteilles en verre sur les plages quand on a fini son voulé. Pour moi, c'est important. Alors, a priori, les campagnes de sensibilisation sont nombreuses, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne prend pas? Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Parce que tous ces gens qui font des voulées, ils sont bien contents de pouvoir profiter des plages, surtout quand elles sont propres. Et donc s'ils veulent continuer, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et je pense que c'est un geste tout simple, hein, venir avec un sac poubelle vide, et quand on a fini le voulé, repartir avec un sac poubelle plein. Et je sais pas, peut-être mettre des containers à poubelle à la sortie des plages simplement, pour éviter de les avoir à ramener jusque chez soi, mais des endroits accessibles aux camions de ramassage des ordures, ça paraît très logique. Alors pour continuer sur la propreté, sur
l'effort qu'il faudrait faire. On va voir, Romain, un autre reportage où là, l'implication va au-delà même des habitants. On implique aussi les collectivités. On regarde ce reportage. Propreté rime avec sécurité. Plus que jamais, rendre les communes agréables à vivre n'est pas qu'une problématique communale. Cela concerne toutes les personnes qui vivent sur l'île au lagon. La biodiversité sous-marine et l'étendue du lagon sont uniques et c'est ce qui constitue notre avantage sur les autres départements. Ainsi, pour garder cette richesse, il faut la préserver. Est-ce qu'il y a une commune qui peut accueillir des gens ici le week-end, ne serait-ce que le week-end? Et pendant les vacances, on va tous à Madagascar. Après, on se tourne, on va à Madagascar. Alors, Madagascar peut être aussi Mayotte. Excusez-moi, mais ce n'est pas uniquement le tourisme, ce n'est pas uniquement d'aller chercher les Parisiens, les Européens, mais pensons d'abord à notre propre vie, la qualité de vie, et après le reste viendra tout seul. Lors de cette réunion, il était question de mettre les moyens en place pour enfin réagir sur la problématique des déchets et de l'insécurité qui sont un frein au tourisme et à l'épanouissement des citoyens mahorais. La préfecture tient à rappeler que les moyens existent pour lutter contre les problèmes de société. Il faut savoir mobiliser les représentants de l'État comme la DIECT. C'est un travail en collaboration. Alors, j'aurais tendance à dire, je ne veux pas dire que les maires ne font pas leur travail parce qu'il n'y a pas de poubelle, etc., parce qu'il n'y a pas les agents en place. Ma préoccupation, c'est mobilisons-nous tous ensemble pour réussir. Les maires nouvellement élus ont la lourde tâche de créer une cohésion de groupe qui vont leur permettre de répondre aux besoins de leurs administrés en matière d'aménagement, de sécurité et d'environnement. Mettre chacun face à ses responsabilités, Romain, pour venir à bout de cette problématique, c'est important. C'est important. Là, je vais parler de quelque chose que je connais parce que nous, on le fait au centre équestre. C'est-à-dire qu'on a décidé de sensibiliser les jeunes qui viennent chez nous justement à l'environnement et au traitement des déchets en installant des poubelles de tri, en expliquant à travers des tableaux qui sont mis à disposition un peu partout dans le centre équestre pourquoi trier, comment se passe après le retraitement justement de ces différents déchets. Et donc ça nous a permis d'avoir un prix et d'avoir un site labellisé sport éco-responsable. Je crois que c'est une première à Mayotte. Alors après, tous ces efforts que nous on fait au sein de notre entreprise, on a un peu l'impression d'être laissé à l'écart par rapport justement à la commune ou aux autorités qui s'occupent du ramassage de ces déchets. C'est que nous, on arrive à avoir des poubelles triées régulièrement. Et des résultats probants. Et après, une fois qu'on a ces trucs triés là, donc soit nous, on va directement les mettre dans les poubelles de tri qu'il y a dans la commune de Dembéni. Mais pour le reste, j'allais dire les déchets ménagers, il se trouve qu'on a un grand bac en face de chez nous et qui est ramassé malheureusement pas assez régulièrement et qui déborde tout de suite rapidement. Nous, on est dans une zone agricole, donc il y a pas mal de chèvres, moutons. Il y a quelques chiens errants, il y a beaucoup de gamins aussi qui jouent autour. Et donc très vite, ces poubelles, ça se déverse de partout. Les sacs sont éventrés. Avec la pluie, ça part de partout. Et quelquefois, on ramasse, nous, des déchets, on les met dans les poubelles. Et la pluie d'après, tout revient chez nous. Donc on a un petit peu l'impression de pédaler dans le vide. Et c'est vrai que nous, on trouve important que chacun se mobilise de son côté. C'est important. Par contre, il faut que au-dessus, on nous tende la main et on puisse nous aider à continuer ces actions justement. Donc, votre démarche citoyenne, est-ce que vous avez démarché, vous êtes allé voir d'autres opérateurs pour qu'ils puissent avec vous développer ce genre de système, ou alors c'est une démarche propre à votre établissement ? Alors au départ, c'est une démarche propre à notre établissement.
on a décidé de faire, par exemple, je pense à des meubles extérieurs, canapés, tables, sur des palettes, donc qu'on a récupéré, qu'on a customisé, et voilà, on a fait des aménagements comme ça. On essaye de travailler exclusivement avec des matériaux qu'on trouve autour de chez nous. On a la chance d'être par exemple au bord d'une bambouseraie, donc la plupart de nos clôtures sont faites en bambou, donc c'est du matériel, ça coûte rien d'aller le chercher et c'est facile à aménager. C'est écologique parce que quand il y en a un qui casse, ma foi on le prend, on peut le mettre, j'allais dire dehors, c'est pas ça qui pollue. Alors ensuite, maintenant qu'on a eu ce label, c'est vrai qu'on a attiré un petit peu les autorités et donc là on est en train de se rapprocher notamment de la CCI et de l'ADEME qui c'est encore en projet, mais on devrait normalement organiser la semaine des énergies renouvelables au centre équestre avec plusieurs partenaires. Et donc on espère que tout ça petit à petit fera boule de neige et intéressera au plus haut lieu, quoi. Alors, est-ce que dans votre cas, on a l'impression qu'il faut que la démarche soit saluée à l'extérieur pour qu'elle ait un retentissement localement ? C'est pas faute d'avoir cherché des soutiens sur Mayotte, hein. Il se trouve que nous, on est ouvert à tout le monde. On est régulièrement dans les bureaux de tous les services de l'État ou du département et pour justement chercher un peu d'aide ou des pistes à suivre. C'est vrai que c'est l'administration mahoraise, mais française en général, c'est quand même extrêmement compliqué. On est baladé de service en service, de personne en personne, et finalement on tourne en rond pour pas arriver à grand chose. Là, il se trouve que ce dossier de sport éco-responsable, c'est un truc national qu'on a fait nous-mêmes avec nos propres moyens. Et on a été reconnu à l'extérieur, ce qui fait qu'on a commencé à nous regarder peut-être un petit peu plus sérieusement. Alors s'il faut ça pour que ça avance, ma foi, tant mieux. J'espère qu'on sera des pionniers là-dedans et que grâce à ce geste-là, d'autres entreprises seront aidées, mais localement. Mais oui, c'est vrai que c'est un petit peu triste, mais malheureusement c'est comme ça et nous on n'attend pas, on essaye d'avancer par tous les moyens possibles. Alors ça peut donc décourager certaines personnes justement de se dire que quoi qu'on fasse, on n'a pas la confiance des autorités en matière justement de tout ce que vous venez d'évoquer. Alors je pense que ça peut décourager certaines personnes, hein. Nous parfois on a tendance à vouloir baisser les bras. Mais je pense que c'est un sujet tellement important pour notre île et pour l'avenir de notre île que voilà, je pense que c'est dommage de se décourager, même si c'est compréhensible. Et aujourd'hui, justement, il ne faut pas baisser les bras. Et je pense que justement, c'est des petites actions comme ça et en se regroupant les uns les autres qu'on arrivera à faire justement cet effet boule de neige qui fera que, j'espère, on sera entendu rapidement. Et ici, en l'occurrence, vous concernant, la persévérance a payé. Oui, c'est vrai. Romain, on achève ici la première partie de cette émission. On se retrouve juste après la pub. Écoutez-moi, j'ai une histoire à vous raconter. Hier, je me rappelle, on était deux petites filles qui jouaient à la marelle. Aujourd'hui, mais encore, la vie nous sourit, on pense qu'à faire la belle. Quelque temps plus tard, on commence à penser et à se poser des questions. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Comment est la vie? Et les gens qui nous entourent? Hier, on était petites et gentilles. Aujourd'hui, on est grandes et méchantes. On pense qu'en nous, on oublie les autres et on devient égoïste. À force d'aimer l'argent, on devient avare, insouciant et bête. Qu'est-ce que me réserve la vie? Où dois-je fuir? I don't know, je me demande vraiment. Je suis triste seule, alors qu'hier on était deux. Ce paysage qui m'entoure et qui m'aide à laisser de côté ce désespoir. Tous ces gens qui me passionnent, qui me consolent et qui font semblant d'être mes amis. Dans la vie, on se croit fort et meilleur alors qu'on dépend des autres. La rivalité entre deux villages, c'est du feu ardent enfermé dans une cage. C'est une force insupportable et une colère incontrôlable. On veut seulement anéantir les autres
et on fait que penser à ça. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info, numéro spécial tourisme et environnement. Avec moi, mon invité, toujours Romain Chavanis, vice-président du GEM Tour, le groupement des entreprises mahorais du tourisme, mais également copropriétaire du club équestre de Agingois. Romain, on continue avec vous à évoquer ces sujets qui ont marqué l'année 2014 en matière de tourisme et d'environnement. Vous êtes d'accord ? Ah oui, bien sûr, c'est important d'en parler. Alors Romain, je vous propose de commencer cette deuxième partie avec un sujet qui intéresse de plus en plus, on le voit, un retour un peu à ce qui se faisait à l'époque ici à Mayotte avec ces bangas que l'on voit susciter de plus en plus d'intérêt chez beaucoup d'entre nous. On regarde ce reportage. Des bangas qui ont longtemps été une institution ici à Mayotte et on le voit qui tendent à se perdre, mais avec quand même une envie de maintenir cette tradition, Romain. Oui, comme on voit dans le reportage, là, c'est vrai que les bangas, ça fait partie du patrimoine et de la culture de Mayotte. Je parle surtout des bangas traditionnels, comme on peut voir, là, fabriqués en torchis. Malheureusement, je crois qu'on en voit de moins en moins et il s'en construit de moins en moins, même si j'en ai vu quelques-uns qui sont en cours de construction dans le sud. Et c'est vrai que pour les touristes, l'image de Mayotte, c'est évidemment le lagon et ses tortues. Après, on voyait le ponton de Ngouja qui malheureusement maintenant a disparu et ces bangas traditionnels. Je pense que c'est vraiment important de garder cette tradition-là et d'avoir cette image de carte postale sur cette île. Alors on avait vu il y a quelques temps de cela un jeune homme qui a entrepris de les remettre au goût du jour en faisant des chambres d'hôtes. C'est peut-être une piste aussi en matière de tourisme. Ah bah c'est sûr que c'est une piste et en plus de ça, comme le disait très bien dans votre reportage, c'est des bâtiments qui sont écologiques et qui en plus de ça sont relativement bien isolés. Les bangas traditionnels à l'intérieur, même la journée, il y fait frais, le soir on y est bien
Et je suis certain que la demande, justement, dormir dans la carte postale de Mayotte, c'est sûr que ce sera une bonne idée et j'espère qu'il sera suivi là-dessus. Alors, est-ce que pour vous, donc, une bonne idée qu'il faut encourager, mais en matière de réglementation, en matière d'exigence touristique, est-ce que vous croyez qu'on y sera ? Je pense que tout ce qui est réglementation, c'est évidemment très important. Après, il faut pas se borner non plus sur la réglementation et je pense que ces habitations traditionnelles, évidemment qu'un touriste qui veut passer, j'allais dire, dans le tourisme de luxe, il ira pas forcément là-dedans, même si je pense que pour le dépaysement et pour justement connaître ça pourra l'intéresser. Après, évidemment qu'il y aura certaines normes, j'imagine, à respecter. Mais dans l'esprit, le banga, il doit faire partie non seulement du paysage, mais il est aussi, par son symbole, il doit faire partie aussi de l'aspect économique de la chose. Et faire des chambres d'hôtes dans des bangas traditionnels, c'est une très bonne idée et ça représenterait très bien Mayotte et je suis sûr que ça marcherait très bien. Le banga a encore sa place ici à Mayotte. Ah, évidemment. Alors, on continue, Romain, à parler toujours de ces structures, de ces outils qui permettent de développer Mayotte, le tourisme mahorais, avec une idée très créative d'un jeune qui a entrepris de construire un restaurant dans un arbre, une initiative qui a quand même fait polémique. On regarde ce reportage. Une très belle initiative, Romain, qui séduit également la population, mais on ne comprend pas pourquoi ça fait cette polémique. Là, j'avoue que je comprends pas non plus. On crée une activité, on crée des emplois sur une structure écologique qui s'inscrit dans le milieu naturel qui est là. Que des élus s'insurgent contre ça, je trouve ça complètement honteux de leur part. Hein. Parce que s'ils s'insurgent contre ça, faudrait voir ce que eux ils font dans leur commune ou dans leur fonction, parce que il y a quand même un paquet d'élus ici qui ferait mieux de se préoccuper de ce qui se passe devant chez eux avant de se préoccuper de ça. Ça c'est une initiative qu'il faut évidemment encourager, mais j'irai même plus loin, il faut aider ce genre d'initiative. C'est important. En plus, si c'est un jeune, comme c'est dit dans votre reportage, il va se créer son emploi, il va créer une nouvelle société à Mayotte, donc ça va rapporter de l'argent à Mayotte, hein, on est bien d'accord. Ça va créer de la consommation,
Ça va créer des emplois. Enfin, je comprends pas bien ce qui se passe dans la tête des élus qui s'insurgent de ça. Je pense qu'ils ne doivent pas avoir assez de boulot peut-être. Alors, vous, quand vous voyez ce reportage, tout à l'heure, on vous a vu, vous nous parliez de cette démarche que vous avez faite et de ce que ça vous a apporté, la récompense que vous avez eue. Ça vous rappelle pas un petit peu ce cas-là, ce combat qu'on a l'impression que les opérateurs mènent sur le terrain et finalement, on se sent un peu tout seul par moment? Ah bah complètement, oui. Là, encore une fois, c'est pour créer une structure commerciale en plus de ça. Je veux dire, la personne qui a construit ça, il n'a pas construit ça, c'est pas une maison illégale ou je sais pas quoi. En plus, il est idéalement placé. Si je me trompe pas, il y a de la place pour se garer autour. C'est vrai qu'il y a aussi le problème de parking souvent à Mayotte. Non, l'idée est vraiment très bonne. Encore une fois, elle est écologique, économiquement, je pense que ça doit être rentable. Ce monsieur, il a pas fait ça sur un coup de tête, il a dû étudier avant. Ça va créer des emplois et vraiment, ça, c'est le genre d'initiative qui doit être soutenue à 100%, quoi. Et en tant que vice-président du GEM Tour, qu'est-ce que vous auriez à dire à ce jeune homme? Eh ben, je le connais pas, donc déjà, s'il veut se rapprocher de nous, ce sera avec grand plaisir. Et nous, en tout cas, je m'engage à ce qu'on lui apporte tout notre soutien sur la création de ce restaurant, et vraiment à 100%, quoi. Romain, on revient sur un sujet qu'on a commencé à évoquer dans l'émission. On revient à Jangwa, au centre équestre, là où vous évoluez au quotidien, avec ce titre, cette prime, ce prix et ce label que vous avez obtenu. On regarde ce reportage et on en discute juste après. Romain, une belle récompense. Eh ben oui, une belle récompense. Alors beaucoup de boulot et beaucoup de comme quoi les efforts ont fini par payer. D'idées à avoir. Alors en l'occurrence, c'est beaucoup Marie, donc ma femme, qui est la gérante du centre équestre, qui a monté ça avec l'aide de jeunes du centre équestre notamment. Et voilà, donc ça nous a permis d'abord d'être labellisé tout de suite sur le dossier qu'on a envoyé. C'est un projet qu'on avait à cœur depuis un petit moment. Donc on l'a fait soutenu par le parrain de cette initiative qui est Irachidine Saint-Idou, donc le champion du monde de kickboxing mahorais, et qui depuis sa visite pour fêter son titre nous suit régulièrement et parraine la plupart de nos actions. Et donc à la suite de ça, le comité qui récompensait les 3 meilleurs projets éco-responsables nous ont appelés en nous disant qu'on était sélectionnés. Et donc Marie s'est rendue à Paris début décembre. Et donc on a fini deuxième sur le sport éco-responsable, et elle a eu la chance d'avoir le prix remis des mains de Zinedine Zidane, qui présidait le jury de ces initiatives-là. Alors, un projet parrainé par Irachidine Saint-Idou, donc on le voit, les forces vives s'unissent pour donner des projets qui mettent en valeur Mayotte. Vous encouragez les autres à faire de même ? Ah bah oui, bien sûr. Alors comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on a tendance souvent à baisser les bras parce qu'on n'a pas forcément l'aide escomptée. Mais j'invite tout le monde à justement chercher à avoir ce genre de projet. D'abord parce que ça labellise un site. Les labels, c'est assez important, hein. Ça permet d'avoir un regard objectif sur l'endroit, le lieu où on se rend. Et donc voilà, on a eu la chance d'avoir le parrainage de Irachidine Saint-Idou et
et vraiment les encouragements sincères de Zinedine Zidane. Donc assez ironiquement, je dis qu'on a plus d'aide de champions du monde que des élus de notre département en ce moment-là. Alors champion du monde, donc aujourd'hui donc on parle de sport. Le centre équestre a quelle vocation très exactement pour qu'on puisse comprendre un petit peu la démarche, Romain? Alors nous on a une vocation évidemment sportive et d'enseignement à travers le centre équestre. Mais depuis qu'on est propriétaire du centre équestre, donc ça fera 3 ans au mois de mars 2015, on a énormément développé l'aspect social en recevant des scolaires à moindre prix, en organisant des journées à thème et social avec par exemple les tours de poney gratuits pour les gens qui sont les plus défavorisés. On reçoit aussi beaucoup les associations d'enfants handicapés, je pense à toi aussi, la DSM, que vous connaissez bien chez Kwesi, qui vient régulièrement faire des camps chez nous, alors avec des camps mixtes, c'est-à-dire avec des enfants handicapés et d'autres qui ne le sont pas. Et toute cette population, c'est-à-dire juste en période scolaire, on reçoit par an environ 4000 enfants dans l'année. Et donc on s'est dit que c'était important de leur apprendre et de les sensibiliser à l'environnement, mais pas que ça, aussi on fait de la lutte contre le racisme. On leur apprend, il y a assez affiché les droits de l'enfant et favoriser aussi la mixité, de permettre à des jeunes qui sortent pas forcément beaucoup de chez eux ou du moins de leur quartier de pouvoir venir à la campagne, de rencontrer d'autres enfants qui par exemple peuvent être handicapés, alors plusieurs handicaps, des sourds, des muets, des aveugles, des handicapés moteurs, des handicapés mentaux. Et justement de pouvoir essayer d'ouvrir les esprits des uns et des autres. Et en général, ça se finit toujours très bien par des matchs de foot les uns contre les autres. Et c'est un peu notre fierté aussi d'arriver à faire ça. Alors ça fonctionne très bien, alors même qu'on sait qu'à Mayotte, faire du cheval n'est pas forcément dans les habitudes. Et donc le projet a quand même bien pris. Le projet a encore bien pris, a bien pris. On n'est qu'au balbutiement, hein. Là on est sur des projets pour augmenter un peu le cheptel, parce que malheureusement il nous reste un seul cheval et on a là 6 poneys qu'on peut monter et 2 qui sont nés cette année en octobre et novembre et 1 qu'on attend on espère rapidement. Là on est en train de monter des projets, on cherche des financements pour faire venir des nouveaux poneys et aussi des nouveaux chevaux. Alors des poneys pour augmenter la capacité d'accueil et des chevaux pour reprendre évidemment l'enseignement à cheval, mais aussi proposer ce qui n'existe plus aujourd'hui à Mayotte, c'est-à-dire des randonnées à cheval dans Mayotte qui permettraient sur l'écotourisme de faire découvrir Mayotte autrement. Et voilà, on espère pouvoir arriver à faire tout ça. Le problème c'est que c'est beaucoup d'argent. Et que nous, malheureusement, on n'a pas forcément le soutien des banques. Et on travaille à flux tendu, on n'a pas de trésorerie, donc on est obligé de passer par des demandes de subventions ou en tout cas d'aide pour arriver à développer ça. Mais évidemment que c'est dans nos projets de développer tous ces aspects, et notamment l'aspect social qui pour nous est très important. Et maintenant, depuis le milieu de l'année dernière, représente la majorité de ce qu'on fait, c'est du social. Alors je vous donne l'occasion justement, vous qui parlez d'aide, un besoin d'être aidé. Prochainement, vous savez Romain que les cantonales vont se tenir, les élections cantonales ici à Mayotte, comme partout ailleurs en France d'ailleurs. Votre message aux futurs élus? Alors mon message aux futurs élus, qui nous écoutent, parce que on a beau leur parler, on a beau aller les voir, ils nous reçoivent toujours avec des grands sourires et en nous disant que nos projets sont très bien. Quand il y a des photographes ou des caméras, ils sont bien présents sur les images, mais par contre dans les faits, on n'a rien. Donc on a eu un petit coup de main de Jeunesse et Sport. Heureusement, d'ailleurs j'en profite pour remercier David Hervé qui nous suit régulièrement et qui vraiment appuie nos projets. Mais concernant nos élus, voilà, maintenant vous avez vu, ça fait 3 ans qu'on le fait tout seul. Je pense qu'on n'a plus à prouver qu'on était capable de le faire. Maintenant, si on veut développer ça pour la jeunesse mahoraise, pour le tourisme, pour le sport et pour l'activité que ça représente
Donc la création d'emplois qui aura forcément, en augmentant nos activités, aidez-nous, parce que c'est bien de nous encourager verbalement et de nous recevoir dans vos bureaux quand vous nous recevez, mais maintenant il faut passer à l'action, je pense. Alors, passer à l'action, c'est le mot de la fin pour vous, Romain. C'est ici que s'achève cette émission des Rendez-vous de l'Info, spéciale tourisme et environnement. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités pour d'autres thématiques. Temps de parole à la radio et à la télévision, c'est le matin dans la matinale. Et puis temps de parole, c'est aussi à la télévision, le soir à 19h40 sur KTV, juste après le journal. Temps de parole, c'est quoi? Eh bien, c'est un temps de parole donné à tous ceux qui veulent prendre la parole. Tout le monde a droit à la parole sur Poésie. Temps de parole à 19h40, c'est forcément sur KTV. Wow, super. Attention. Le bec en mon pute. Écoutez-moi, j'ai une histoire à vous raconter. Hier, je me rappelle, on était deux petites filles qui jouaient à la marelle. Aujourd'hui, mais encore, la vie nous sourit, on pense qu'à faire la belle. Quelque temps plus tard, on commence à penser et à se poser des questions. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Comment est la vie? Et les gens qui nous entourent. Hier, on était petites et gentilles. Aujourd'hui, on est grandes et méchantes. On pense qu'en nous, on oublie les autres et on devient égoïste. À force d'aimer l'argent, on devient avare, insouciant et bête. Qu'est-ce que me réserve la vie? Où dois-je fuir? I don't know, je me demande vraiment.
Je suis triste seule, alors qu'hier on était deux. Ce paysage qui m'entoure et qui m'aide à laisser de côté ce désespoir. Tous ces gens qui me passionnent, qui me consolent et qui font semblant d'être mes amis. Dans la vie, on se croit fort et meilleur alors qu'on dépend des autres. La rivalité entre deux villages, c'est du feu ardent enfermé dans une cage. C'est une force insupportable et une colère incontrôlable. On veut seulement anéantir les autres et on ne fait que penser à ça.